bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, les enfants sont les seuls à ne pas être impliqués dans la décision démocratique qui sera prise dimanche. Et pour cause, ils sont trop jeunes pour aller voter, mais cela ne les empêche pas de s'intéresser à la politique. Et de cela, nous allons parler avec notre invitée, Lucie Lemoine. L'anti-sèche d'Amal Laoui, c'est la façon dont les programmes résonnent dans l'actualité. L'actualité, c'est la place prépondérante qu'a prise la question du pouvoir d'achat dans la dernière ligne droite de la campagne. Les programmes, ce sont ceux d'économie. L'heure de la récré, toujours avec Amal. On va parler récompense, on va parler d'étoiles comme récompense. On va rêver en somme. Et puis enfin, comme tous les vendredis, on retrouve Célie Luton, notre chroniqueuse et libraire, pour des conseils de lecture pour les enfants et les adolescents. Elle va réveiller le pirate qui sommeille en vous. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand oral. Ils n'auront donc pas le droit d'aller voter dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais la politique, eh bien, ils en parlent, les enfants, notamment à cette occasion. Et pour leur expliquer les enjeux et le fonctionnement de cette élection, Lucie Lemoine a conçu et rédigé l'élection présidentielle, les enfants passent à l'action. C'est un documentaire BD, un doc BD, aux éditions Milan. Elle est notre invitée. Je précise que les dessins sont de Tom Oreille, parce que quand même dans une BD, il faut aussi des dessins. Lucie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La présidentielle, c'est un sujet qui intéresse les enfants. Je crois qu'il y a même un sondage Bayard Jeunesse qui a été fait à quelques jours du premier tour qui disait que 70% des parents n'hésitaient pas à en parler de politique avec leurs enfants. Ah oui, complètement. Et c'est pour ça qu'avec les éditions Milan, on s'est dit que ce serait intéressant de leur donner des clés pour pouvoir comprendre le système un peu dans son ensemble et pas simplement à travers les petites bribes qu'ils peuvent entendre pendant les repas de famille, ce genre de choses, quoi. Vous intervenez beaucoup, Lucie, dans les écoles, alors sur cette bande dessinée en particulier, mais sur toutes les bandes dessinées que vous faites, puisque vous êtes spécialiste en fait du documentaire. Comment ils vous en parlent de politique, les enfants? C'est quoi leurs questions? Ils ont pas mal de questions sur les grandes figures un peu politiques ou quand leur maîtresse leur dit « Ah, on a une autrice qui va venir vous parler de politique », ils sont là genre oh, c'est Valérie Pécresse. Ah, ils ont un petit peu un mélange de c'est quoi la politique. Ils ont des grandes figures, mais c'est pas très précis. Et moi, ce que je repère dans les classes aussi, c'est qu'ils ont vraiment une idée très précise de c'est quoi un président de la République, un homme fort, etc., qui a un peu tous les pouvoirs. Donc moi, je suis là pour amener un peu de nuance, un peu de complexité avec la BD. D'abord, ils voient un homme, ils ne voient pas une femme. Oui. Et pourtant, ils ont, les petits, ils sont nés quasiment avec Emmanuel Macron président. Ils le voient plutôt vieux, plutôt... En fait, ils ont du mal vraiment à se projeter dans ce rôle de président de la République. Ils ont du mal à projeter une femme dans ce rôle. Et moi, c'est ce que je fais dans ma BD, où en fait, je suis un petit peu sortie de la réalité pour que la BD ne vieillisse pas trop. Et donc, il y a dans le débat d'entre-deux tours, c'est entre la présidente sortante et un candidat qui vient la challenger. Et ils ont du mal avec cette idée, des fois, que ce soit une présidente sortante. Ça peut pas être vrai. Ils me posent des questions, quoi. Sur quoi? Sur la crédibilité de la chose? Est-ce que ça pourrait arriver un jour? Exactement. S'ils pouvaient voter, est-ce qu'ils voteraient forcément comme leurs parents, à votre avis? Ou est-ce que finalement, même petits... D'ailleurs, de quel âge on parle quand vous intervenez? À partir de 7-8 ans. C'est ça, voilà. À partir de CE, quoi. Ouais. Et vous avez l'impression qu'ils sont très influencés? C'est un peu l'enfant perroquet? Ou alors est-ce que déjà, ils ont ils font vibrer leurs petites différences? Alors moi là-dessus, je m'appuie un peu sur le travail d'une sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julia Pagis, qui explique qu'en fait, c'est pas des perroquets. On a un peu tendance à plaquer sur eux. Oh, mais ils font que répéter ce que disent leurs parents à la maison. Mais en fait, ils ont des grilles de lecture de la société à hauteur d'enfant. On leur a expliqué depuis tout petit ce qui est bien, ce qui est pas bien. Le mensonge, c'est pas bien. Dire la vérité, c'est bien. Du coup, s'ils voient un homme ou une femme politique à la télé accusé de mensonge, ils vont affirmer à hauteur d'enfant, bah non, ça c'est pas bien. Donc ils ont en fait plein de niveaux d'analyse de la politique, donc empruntés à la maison, mais aussi à l'école, à travers les rencontres, à travers les copains. Pour moi, c'est pas des perroquets. Vérité, mensonge, qu'est-ce qu'il y a comme autre thématique? L'environnement, ils y sont sensibles? L'environnement, ils y sont sensibles d'un point de vue... c'est un peu pour ça que... Très quotidien, oui, on va en parler, bien sûr. Ouais. Oui, et ils sont aussi assez surpris quand je leur dis que les repas à la cantine, c'est politique, et que ça peut concerner le président ou la présidente de la République, que les horaires de travail de leurs parents, l'âge de départ à la retraite de leurs grands-parents. En fait, je ramène un petit peu de la politique dans leur quotidien. C'est des choses qu'ils voient, mais ils ne se sont pas forcément dit « Ah d'accord, il y a quelqu'un qui choisit comment ça fonctionne ». Les enfants vont souvent voter avec les parents. Je voyais un chiffre quasiment 1 pour 2, en fait. Les parents emmènent les enfants. Vous consacrez carrément 2 pages. Vous faites le mode d'emploi. Comment se comporter dans le bureau de vote pour ne pas avoir l'air idiot, hein? Complètement. Je vais essayer de les retrouver. C'était vers le début, du coup, parce que c'était pour le premier tour. Et oui, c'est ça, voilà. Premier tour de l'élection présidentielle. Zou, pardon. Hop.
Mon objectif, c'était d'amener des compléments d'information, à la fois pour les enfants qui vont avec leurs parents, parce que potentiellement, les parents n'ont pas toutes les clés de qui fait quoi dans un bureau de vote, et aussi parce que je veux m'adresser aux enfants qui ne vont pas au bureau de vote pour qu'ils soient à égalité en termes d'information par rapport à tout ça. On va parler de la façon dont vous racontez cette histoire, de la façon dont vous vous mettez, c'est le sous-titre, les enfants passent à l'action, vous vous mettez à hauteur d'enfants pour les intéresser à la politique, mais si vous voulez bien, ce sera juste après notre anti-sèche. On retrouve Amal Laoui. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Actualité, on n'a pas été chercher bien loin, on a pris la campagne présidentielle et cette grande thématique, notamment de la fin de campagne autour du pouvoir d'achat, grand thème de la campagne. Oui, la flambée des prix de l'énergie a replacé la question du pouvoir d'achat au centre des débats politiques. Le pouvoir d'achat reste en tête des sujets de préoccupation selon une enquête réalisée par Ipsos Sopra Steria pour Le Monde, publiée le 28 mars dernier. Le pouvoir d'achat donc demeure l'inquiétude principale pour 54% des Français, très loin devant la sécurité ou encore l'environnement. Ça faisait quelque temps quand même que la thématique sourdait. Oui, exactement. Depuis l'été 2021, avec le redémarrage de l'inflation, eh bien, elle est progressivement devenue l'un des sujets majeurs de la campagne présidentielle. Un sujet mobilisateur, transversal, transpartisan et quasiment dépolitisé. Ça, c'est ce que nous explique Christian Lebart, professeur de sciences politiques à Sciences Po Rennes, dans une interview accordée au Figaro. Le pouvoir d'achat, sujet traité évidemment dans les programmes scolaires. Oui, le sujet du pouvoir d'achat apparaît notamment en terminale dans la spécialité sciences économiques et sociales, dans un chapitre sur l'évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle. Alors, dans ce cours, on va définir ce qu'est le pouvoir d'achat. Alors, selon l'INSEE, je cite, le pouvoir d'achat du salaire est la quantité de biens et de services que l'on peut acheter avec une unité de salaire. Alors, son évolution est dépendante de celle des prix et des salaires qui influent grandement sur la consommation. À partir de cette notion de pouvoir d'achat, on rentre dans d'autres notions ? Oui, c'est ça. Alors, l'objectif de cet enseignement, alors on va, après avoir défini les termes donc de pouvoir d'achat, revenus disponibles, consommation, épargne, eh bien, les élèves vont apprendre de quoi dépend ce pouvoir d'achat. Alors, ce pouvoir d'achat, de quoi il dépend ? Il dépend du revenu disponible, c'est-à-dire du montant des revenus d'activité, notamment les salaires, du patrimoine, mais aussi des prélèvements sociaux et des revenus de transfert. Les revenus de transfert ? Les revenus de transfert sont des revenus... Parce que j'ai pas pris SES. sont des revenus qui proviennent des opérations de redistribution réalisées par les pouvoirs publics. Donc les ménages les moins aisés bénéficient de ces revenus de transfert qui leur permettent donc de subvenir à leurs besoins et donc d'améliorer ce pouvoir d'achat. Vous avez remis les idées en place, je crois que c'est ce qu'on appelle aussi les revenus sociaux. Pouvoir d'achat qui dépend aussi des prix. Oui, l'augmentation soutenue des prix, donc l'inflation qu'on a vu dans un... On a déjà révisé. On a déjà révisé, peut avoir un effet néfaste sur le pouvoir d'achat lorsque les revenus ne progressent pas dans la même mesure. Et alors quand on parle pouvoir d'achat, on parle aussi de la manière dont on dépense cet argent, ce qu'on appelle la structure de consommation des ménages. La structure de consommation des ménages indique la façon dont les ménages répartissent leurs dépenses entre différents postes budgétaires, donc l'alimentation, l'habillement, la santé, le logement, etc. Et l'analyse de l'évolution de la structure de la consommation permet donc d'observer la transformation de ces modes de vie. Les élèves, donc dans ce cours, doivent être capables d'identifier les causes des variations de la structure de la consommation à partir de l'analyse des coefficients budgétaires et de l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. Et voilà. Et donc si on a bien suivi à l'école, normalement, on a compris tous les débats qui arrivaient ou qui viennent de se dérouler. On peut même piquer les cours de ses enfants. Amal, merci. Récré tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Allez, récré. Pour l'instant, on retrouve Lucie Lemoine. C'est le grand oral. Comment amener les enfants à la politique en leur racontant des histoires et puis en profitant de ces histoires pour leur glisser, l'air de rien, un petit cours d'éducation civique. C'est un petit peu le principe de l'élection présidentielle. Les enfants passent à l'action. Ce documentaire BD des éditions Milan, scénarisé par Lucie Lemoine, notre invitée. Lucie, vous partez donc d'une situation hyper concrète. On a un garçon, une fille, un jardin. Exactement. C'était vraiment mon objectif dès le départ, c'était de partir de la vie quotidienne et pas d'un événement un peu global ou abstrait qui pourrait faire moins de sens vis-à-vis des enfants. Donc là, c'est Jules et May qui ont un petit jardin caché dans un recoin d'immeuble et qui se retrouvent en proie à la démolition pour construire un parking. Du coup, ils décident de réagir. Ça tombe bien, c'est la campagne électorale pour la présidentielle. Donc ils décident de rebondir là-dessus pour se faire entendre. Et en faisant entendre leur voix petit à petit, ils découvrent les différents niveaux politiques, l'échelon local, l'échelon régional, puis national
Et ils font la connaissance de candidats et candidates. Ils vont même on va pas tout dire, je ne vais pas spoiler, comme on dit, je ne vais pas divulgacher en bon français. Vous remontez donc petit à petit. Vous choisissez, qu'est-ce qui prévaut finalement dans votre choix? C'est vous dire, je vais prendre une situation où ils jouent, parce que le jeu, la récré, c'est vraiment un truc pour les enfants. Le fait que ce soit dans un jardin, il y a aussi la notion d'environnement. C'est comme ça que vous avez fabriqué votre cocktail initial? C'est ça, j'ai une grosse phase de documentation en amont de l'écriture et là, j'avais aussi envie de m'inspirer de Greta Thunberg, que tout le monde connaît et qui a été un peu là pour nous rappeler récemment que les enfants avaient une voix et pouvaient la faire entendre. Et donc, en m'appuyant sur l'idée d'un jardin, je permettais de monter en généralité sur la protection de la nature et la protection du climat et donc d'amener le fait que les enfants peuvent aussi lancer des mouvements sociaux. Gros travail documentaire en amont, gros travail de reformulation aussi, et je le dis avec beaucoup de respect parce que ça ne se voit pas ce travail. Pour autant, il y a c'est extrêmement synthétique quand vous décrivez le fonctionnement des institutions, etc. Ça vous prend du temps? Oui, mais c'est un petit exercice intellectuel. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que je suis autrice jeunesse dans les documentaires. Ouais, l'idée, c'est de prendre un gros pavé de sciences politiques sur le fonctionnement des institutions de la Ve République et de se dire, bon, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important pour un enfant, comment je le raconte. C'est vraiment, on est en plein dans le travail d'autrice. Et moi, je trouve ça passionnant. Et c'est tout un travail que je fais à la fois avec mon éditrice, donc Elisa Renouille chez les éditions Milan, et en même temps, j'étais accompagnée par une chercheuse. Vous faites relire à chaque fois. C'est ça. Et vous procédez pareil pour d'autres documentaires, parce que vous en avez fait plein d'autres. Oui, c'est ça. Et moi, j'aime bien parce que, particulièrement sur un sujet comme la politique, j'ai envie d'être sûre que ce que j'écris puisse être validé par une politiste et savoir que ce que j'écris n'est pas juste le fruit de mes valeurs, parce que justement, j'essaye de m'en extraire pour m'appuyer sur la recherche en sciences politiques, quoi. Il y a quand même 2-3 valeurs qui traversent le bouquin. 2-3 valeurs, dont le fait que... La citoyenneté, oui, la capacité de passage à l'action. De passage à l'action, c'est ça. Complètement. Et puis le fait que... L'environnement, quand même. L'environnement et le fait que... la politique ne se résume pas à l'élection présidentielle. Même si le thème, c'est l'élection présidentielle, j'avais envie de montrer que la vie démocratique était beaucoup plus large. Il y avait d'autres élections, d'autres échelons, mais aussi plein de façons au quotidien de faire de la politique. Et donc, qui peuvent inclure les enfants. Certes, les enfants ne peuvent pas voter, mais ils peuvent faire plein d'autres choses. Vous qui vous êtes beaucoup documenté sur le sujet, les souvenirs d'enfants, les souvenirs qu'on se fabrique quand on est enfant par rapport à la politique, ça a un effet structurant pour la suite ? Pour moi, oui, complètement. Et puis je m'appuie sur la recherche en sciences sociales pour tout ce qui est structure politique, mais je m'appuie aussi sur mon vécu d'ancien enfant. Moi, j'ai les souvenirs de l'élection de 2002 et de voir la réaction de mes parents. Et donc, c'est des choses sur lesquelles je m'appuie pour écrire. Et il y a aussi dans la BD, je prends toute une page, par exemple, pour le compte à rebours. Oui, le rituel, c'est assez spectaculaire, c'est énorme. Parce que moi, ça m'a marqué. Et je peux pas écouter les résultats d'élections présidentielles à la radio, parce que j'ai besoin d'avoir ce passage où il y a à l'écran un compte à rebours. Oups. Ouais. C'est sur cette page-là. Et donc ces rituels sont assez structurants. Et les enfants les connaissent quand je discute avec les enfants à l'école. Et je pense que par ces rituels, les enfants se rendent compte que c'est quelque chose d'important aussi. On est à une certaine heure devant la télévision, 5, tout le monde. 4, 3... Ce qui n'arrive plus jamais d'ailleurs, parce que maintenant on consomme de manière hyper asynchrone, que ce soit l'information, les films, les séries, il n'y a plus la grand-messe du 20h, comme on disait. Vrai. Alors que là... de mon enfance à moi. Ouais, moi j'ai l'impression, je ne vais pas te donner précise, mais pour l'élection présidentielle, les gens regardent, les gens écoutent. C'est quelque chose qui est très présent dans les familles. On fait une petite pause récré et puis vous allez nous raconter comment vous êtes venu à vous passionner pour la politique, vous, et pas seulement à cause des souvenirs de 2002. La récré, Amal. Une récré, chère Amal, dans laquelle une professeure des écoles va nous montrer comment elle récompense ses élèves lorsqu'ils se comportent bien en classe, si c'est pas sympathique. Oui, et vous allez voir qu'elle a créé un système de récompense avec des étoiles qu'elle nous explique en détail dans cette vidéo. Regardez. Salut, pas de souci, je t'explique ça tout de suite. Alors en fait, mes élèves, ils ont des petites étoiles en dehors d'un bocal. Et en fait, à chaque quart de journée, on fait un bilan de comportement. Si ça s'est bien passé, ils gagnent une lettre du yay, donc une lettre violette. Si ça se passe mal, ils gagnent une lettre du oups. Le but du jeu, c'est d'avoir plus de violet que de jaune. Si c'est le cas, ils gagnent une étoile. Si cependant, ils ont plus de jaune que de violet, alors à ce moment-là, ils en perdent une.
S'ils ont un full oups, ils perdent 2 étoiles. S'ils ont un full yeah, ils en gagnent 2. Et le but, c'est que à la fin, quand ils ont gagné toutes les étoiles dans le bocal, on fait une activité tous ensemble super fun. Voilà. Voilà, et puis quand on a compris le principe, on rentre à Polytechnique. Oui, c'est ça, vous avez Non, je connu... plaisante, c'est un peu, c'est la nouvelle version des bons points et de l'image, quoi, Oui, au fond. c'est ça. Vous avez connu, vous, Lucie Lemoine, les récompenses à l'école? J'ai pas système souvenir. Non. Pas souvenir. Bah, en tout cas, sachez qu'au primaire... Moi, j'ai connu. Vous avez connu. Ah, vous ne me demandez pas. Mais j'en avais pas assez. Donc après, je me suis dit, je vais critiquer l'école sur School TV. Non, Oui. je plaisante. En tout cas, c'est On un raconte des système de récompense qui est très répandu dans le milieu scolaire. Il faut savoir qu'au primaire, de très très nombreux enseignants utilisent plusieurs systèmes de récompense pour motiver leurs élèves à apprendre, mais aussi pour maîtriser leur comportement, comme nous explique cette enseignante dans cette vidéo. En tout cas, selon les spécialistes, eh bien, le système de récompense est un outil intéressant pour gérer les problèmes de comportement en classe et donc favoriser un climat favorable à l'apprentissage. Et le dispositif, enfin, à la fois simple et complexe que décrit cette professeure des écoles, il permet quand même de responsabiliser les élèves au passage. Oui, non ? exactement, puisque les enseignants utilisent ces systèmes de récompense pour responsabiliser les élèves, modifier leur comportement, pour améliorer le respect des règles et le climat de la classe, et pour réduire les interventions disciplinaires. Donc, un système qui peut aussi aider donc, à motiver les élèves, ça favorise l'estime de soi. Il y a beaucoup de bienfaits. Ces systèmes peuvent aussi aider les élèves à avoir plus confiance en eux. Ils sont donc encouragés à obtenir de meilleurs résultats. Pas d'effet pervers, c'est un système parfait. Eh bien, un système qui peut être efficace, mais qui a aussi quelques limites. Les élèves déjà très motivés, eux, n'ont pas besoin d'un système de récompense. Peut-être que c'était votre cas, Emmanuel, pour être encouragés dans leur apprentissage. Bien sûr. Et les élèves en difficulté, eh bien, eux, ils peuvent être pénalisés davantage puisqu'ils n'arrivent peut-être pas à atteindre les objectifs fixés pour toute la classe. En tout cas, selon certains spécialistes, eh bien, il faudra en fait mettre en place un système de récompense de façon individualisée, exclusivement donc pour les élèves en besoin, notamment en fixant des buts et des objectifs d'apprentissage en fonction de leur niveau et en mettant l'accent sur les points positifs et sur les efforts qui ont été fournis. L'évaluation positive. Exactement. Merci beaucoup. On a des bonnes notes, là. On a été sages comme des images. Là, vous avez des bons points. Des bons points. Petites étoiles. Comme petites vous étoiles, les étoiles dans les yeux. On reprend le grand oral. Merci beaucoup, Amal. Grand oral, Lucie Lemoine. Lucie Lemoine, invitée du Grand Oral de la quotidienne de School TV, elle scénarise des bandes dessinées de cette collection. Les doc BD des éditions Milan sont des ouvrages, comme leur nom l'indique, qui mêlent documentaire et aventure. Je n'ai pas beaucoup cité le nom de l'illustrateur de cet opus, Tom Oreille. Et quand même, ça compte. On vous reçoit à l'occasion de la parution de l'élection présidentielle. Les enfants passent à l'action. Votre intérêt pour la chose publique, parce qu'il faut avoir envie de lire les pavés de sciences sociales, il remonte à vos études. Sciences Po Rennes, c'est ça? Exactement. Pourquoi vous choisissez ça? C'est au lycée, en fait, que j'ai commencé à découvrir la chose publique, notamment avec les cours de SES. Sciences économiques et sociales. Les sciences économiques et sociales, qui m'ont vraiment fait découvrir plein Alors plutôt le versant sciences sociales que sciences économiques, d'ailleurs, si vous arrivez à Sciences Po. C'est ça. Plutôt la oui, socio, sciences sociales, le droit, compréhension de la société. Ouais. D'un coup, au lycée, j'ai commencé à avoir, justement, à recevoir des clés de compréhension et à pouvoir analyser ma propre situation, avoir plus de clés pour comprendre le JT qu'on regardait le soir à la maison, et j'ai voulu poursuivre dans cette voie. Devenir scénariste de bande dessinée, c'est pas forcément inscrit dans les fiches métiers de que faire après Sciences Po. Non. Comment ça vous est venu? C'est J'aime bien de se marrer, dire ouais, je les ai bien eus quand même. Non, mais ça me fait rire parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de scénaristes de BD qu'on fait sur Sciences Po Rennes, effectivement. Et donc pour l'élection présidentielle, j'ai repris contact avec eux et je leur ai dit j'ai écrit une BD, et pour une fois, on peut faire une vraie passerelle entre mes études et la BD, donc je trouvais que ça avait du sens. Mais je dis ça, mais en vrai, ce que j'ai appris à Sciences Po, c'est aussi à être capable d'aller chercher de la connaissance, d'aller chercher de la documentation, de hiérarchiser l'information, de la transmettre. Donc en fait, toutes les compétences que j'ai en tant que scénariste doc, c'est des compétences qui viennent de mes études supérieures en partie. Donc ça paraît un peu éloigné, mais finalement, je pense que j'arrive à écrire des docs, que je pense un peu chouettes quand même, parce que j'ai appris à traiter l'information. Alors, je confirme, c'est chouette quand même, ce doc. Mais on va recevoir dans quelques minutes Célie Luton, qui est notre chroniqueuse et libraire jeunesse, dans la quotidienne de School TV. Il y a une autre passion derrière, c'est aussi une passion pour la lecture. Ça renvoie d'ailleurs à des politiques publiques. Je crois que vous étiez un rat de médiathèque. Oui, j'étais un rat de médiathèque. J'ai
complètement découvert. Une souris de médiathèque, je ne sais pas, enfin pardon pour une rate, je ne sais pas comment dire, bon bref. J'ai bien saisi l'idée. Vous alliez dans les médiathèques. Oui, moi j'étais d'abord fan de lecture avant de me rendre compte qu'on pouvait passer de l'autre côté et passer à l'écriture. Moi oui, j'ai toujours énormément lu, mais l'écriture, je m'en suis rendu compte un petit peu avant mes 30 ans. J'ai eu une première vie professionnelle avant de devenir scénariste. Et un jour, je me suis rendu compte, ah non, mais il y a des gens qui écrivent les livres que j'aime lire. Et je me suis dit, bon, moi j'y vais à fond. Et donc j'ai laissé de côté ma première carrière où j'étais chargée d'études et je suis devenue scénariste BD. Lucie Lemoine, vous dites, je vous cite, j'ai à cœur de créer des imaginaires dans lesquels chacune et chacun peut trouver sa place. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, très concrètement, sur cette BD, l'élection présidentielle, je suis un peu sortie d'un documentaire strict où la classe politique serait exactement telle qu'elle est actuellement, parce que je voulais que les enfants qui lisent la BD, les enfants que je rencontre dans les écoles, quand ils lisent mon livre, ils puissent se projeter en tant qu'acteurs de la vie politique. Donc c'était important pour moi qu'il y ait des personnes de différentes origines, de différents âges, que la classe politique soit probablement un peu plus ouverte que ce qu'elle est actuellement. Pas surouverte non plus. L'idée, c'est de... Je le mentionne à la fin, j'ai pris un peu de liberté, mais je ne peux pas non plus me permettre de sortir complètement de ce à quoi ressemble le système politique français, parce que... Mais je ne voulais pas, en fait, écrire une histoire, écrire une BD, et quand les enfants la ferment, ils se disent « Ok, c'est pas pour moi ». Ouais, ou tous pourris. Donc je voulais vraiment amener un petit souffle, un peu d'énergie positive, quoi. C'est comme sur School TV, on trouve qu'il y a des problèmes à l'école, mais on pense qu'il y a aussi plein de solutions, et donc on se dit que c'est bien de raconter des solutions si on raconte les problèmes. Vos autres sujets, vous les choisissez comment, vos sujets? En discussion avec mon éditrice, D'accord. des éditions Milan. Ok. Et là, par exemple... Donc là, oui, c'est de la commande quasiment. C'est de la commande, Ok. oui. Et après, j'ai certains sujets sur lesquels j'ai des affinités. Je n'irai pas vers des sujets sur lesquels j'ai pas d'affinité, parce que c'est quand même mon travail de m'immerger totalement dans le sujet. Donc il faut avoir l'énergie. Donc il y a une empathie. Oh, complètement, oui. Avec le sujet. Oui, complètement. Et là, en ce moment, alors, j'écris sur le football. Et Mais Lucie, excellent sujet. Vraiment. Merci. Et en tant qu'ancienne joueuse de foot amatrice, je suis contente de pouvoir écrire sur le football. Donc on parle d'empathie vers le sujet. Et encore une fois, ce tome, élection présidentielle, il est un peu directement politique. Mais pour moi, parler de football, c'est aussi parler du foot amateur, de ce que ça amène de faire du sport, de revenir aux origines du football, comment ça a apparu en Angleterre. Et donc c'est... Encore une fois, j'aime bien ces sujets parce qu'ils racontent la société. Avec une très belle série d'ailleurs, dont évidemment le titre va m'échapper puisque j'en ai besoin maintenant, sur la naissance du foot en Angleterre. Oui. Vous n'aviez pas vu ça? Si. Forcément. Oui, alors je ne l'ai plus non plus. Vous savez quoi, on va inviter Célie, puis on va faire fonctionner nos mémoires. Super. Lucie, merci beaucoup. Amal, merci. C'est l'heure de pousser la porte de la librairie pour trouver d'autres bouquins jeunesse. Pas des docs, plutôt des albums et des romans. C'est la librairie Célie Luton. Célie, Lucie, Célie, vous étiez faite pour vous rencontrer. Oui. Vous en vendez beaucoup des docs? Oui, on les connaît bien, cette collection, quand même. Belle collection, de toute façon, les éditions Milan, belle maison également sur le côté documentaire. Célie, qu'on retrouve chaque semaine et qui nous ouvre les portes de sa librairie et de ses coups de cœur de chroniqueuse. Et on commence, alors c'est les piraterie dans tous les sens aujourd'hui. Ah oui, un grand bol d'air, un grand bol d'air. Un grand bol d'air. Ça va nous faire du bien. Ok, super. Et on commence chez Gauthier Langros avec Pirate. Pirate, voilà, comme son nom l'indique. Les pirates vont rentrer au bercail. Attention, tous les habitants se cachent. À chaque fois que Tom aperçoit au loin quelque chose, et il dit « Les pirates arrivent, ils arrivent !» Et à chaque fois, c'est jamais les pirates. Vous faites bien Tom quand même. Ah oui, on refait un petit coup de Tom là. Mais oui, les pirates, ils arrivent. Ils sont là. Et non, ils sont pas là. Ils sont pas là. Et c'est très... Ah oui, c'est là d'ailleurs qu'ils crient vraiment. Mais c'est jamais. Voilà. C'est jamais les pirates. Pirates à l'horizon, cachez-vous. Tout le monde se cache. Ils crient au loup, en fait. Exactement. Et jamais, à chaque fois, c'est un petit rafiot, une petite barque, rien. Mais le jour où les pirates arrivent vraiment, personne n'est prêt. C'est clair, et personne n'y croit. Quoique, qui sont ces pirates? Ils nous font peur ou est-ce qu'on les attend? C'est une excellente question. Je ne divulgage pas. On divulgage pas. On divulgage pas. Allez, il y a un twist sympathique à la fin, c'est anglais. Oui. John Condon et Matt Hunt. Et ça nous rappelle cette série anglaise sur le foot, n'est-ce pas, Lucie, qui s'appelle The English Game. The English Game. À retrouver la mémoire, c'est formidable. Donc, et ça, c'est pour les petits, hein, c'est à partir à partir de 3 ans, c'est tout mignon. Avec les parents qui lisent. Oui, un petit 3-5 ans. Toutes ces choses-là. Les chiens pirates dans les griffes de Barbechat de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert. Nous sommes à l'école des loisirs. Tout nouveau, tout beau. C'est
J'adore ce duo, ce dessin, cette écriture. On peut le raconter pour les plus jeunes, mais là, vraiment, je voudrais le consacrer pour les enfants qui ont appris à lire, qui sont en CE1, qui ont envie d'être autonomes, mais qui n'ont pas envie d'être punis de l'image. Et donc là, vous avez cette Quand histoire. on dit puni de l'image, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il y a trop de texte, puis assez d'images. Non, mais souvent, on a tendance à dire aux enfants, bon, bah c'est bon, maintenant tu sais lire, t'es un grand, stop. Ouais, c'est ça. Et là, l'utile, l'agréable, c'est bien écrit, c'est bien dessiné et c'est drôle. Nos chiens pirates n'ont de pirates que le nom. Ils sont plutôt aussi Céleste, Farnienne, Craquette. Vous n'avez pas de vrais pirates, non, dans vos livres? Bah si, regardez l'abordage. Bon, la ils ont de l'or, barbe-chat. par ailleurs, ceci dit. Ils ont plein d'or, plein d'or, plein d'or, plein d'or, plein d'or. Ah, mais oui. Extraordinaire. Des vrais pirates. Exact. C'est une aventure en plein de chapitres, par ailleurs. C'est Oui, long, oui. enfin, je veux dire, pour un... Exactement, vous avez 7 chapitres qui se suivent. Donc nos pirates qui ne sont pas vraiment des pirates, sauf si on leur promet des croquettes ou quoi que ce soit, vont recevoir une bouteille à la mer. Le terrible barbe-chat est échoué sur une île et il leur demande de l'aide. Ils vont y aller. Est-ce que c'est un piège? On ne sait pas. Et à la fin, on peut chanter la chanson. Oui, mais je ne Des ferai pas pirates. cet affront. Mais vous chantez super bien. L'autre jour, on a joué, vous nous avez fait jouer à, comment ça s'appelle, Shabada. Oui, quand vous me coupez le micro, je suis très douée. Oui. D'accord. Bon, en tout cas, il y a la chanson des pirates avec le flashcode qui permet de la télécharger et on chante en famille. On termine pour les ados. Oui. La carte des confins, Marie Réplin, Pocket Jeunesse. Oui, alors le tome 1 est sorti l'année dernière et le tome 2, ces jours-ci, là, en mars, un roman d'aventure et de fantastique. Donc c'est le premier roman de cette jeune autrice qui est par ailleurs libraire à Lyon. Et, Bon sang ne saurait mentir. Exact. Ils sont formidables. Vous écrivez, vous? Non. Non, je conseille, je vibre pour les livres des autres, mais j'en ai pas à moi. Là, c'est l'histoire de Kali. De Kali, justement, une grande et célèbre voleuse qui a fait la découverte d'un compas magique qui permettrait d'explorer les confins. Et elle va se retrouver avec un jeune capitaine, un pirate qui s'appelle Blake, et ils vont se retrouver associés pour partir découvrir des nouveaux mondes. Sauf que Kali cache un secret. Ouais, mais faut pas dire. Ah, on le dit pas alors. La carte des On a- confins. Non, il y a du suspense. Il vaut mieux, ceci étant. Hein. Oui, il y a 442 du pages. suspense, et puis, 13 ans, 14 ans, peut-être avant pour la génération Harry Potter. oui, voilà. Ils sont habitués quand même. pas compliqué. La taille ne fait plus peur. enfin, je veux Non, dire. pas du tout. Et la langue non plus n'est pas trop compliquée. C'est surtout qu'une fois que vous l'avez entre les mains, vous ne le lâchez pas. Et Ça on vous est dit content qu'il y ait le deuxième tome. Carrément. Carrément, Ah. c'est cadeau. Ouais, trop bien. Hein. Moi, je lis Bon. quasiment que de la littérature jeunesse. C'est vrai. Oui. Génial. Vous allez Merci adorer, en c'est tout sûr. cas beaucoup Célie. On rappelle Pirates de John Condon, Matt Hunt, c'est chez Gauthier Langros. Les chiens pirates dans les griffes de Barbechat, c'est à l'école des loisirs et c'est de Clémentine Mélois et Rudy Spissert et donc de Marie Réplin. La carte des confins chez Pocket Jeunesse. C'est un deuxième, juste le temps de dire le premier puisque le deuxième arrive. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Célie, Lucie, merci beaucoup. Je rappelle l'élection présidentielle. Les enfants passent à l'action. Pour les grands, c'est dimanche. Merci aussi à toute l'équipe. Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine. Au maquillage, Emma Razafandra-Lambeau. En régie, au son, Héloïse Merlin. À la réalisation, Benoît Parti. Vous restez évidemment sur School TV et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur les réseaux sociaux et sur Internet.